Bonjour. Alors aujourd'hui je voudrais traiter une question un petit peu tabou. Alors je sais pas si c'est tabou, mais en tout cas peu de gens en parlent, j'ai l'impression. Les gens qui te parlent de succès ou de réussite, ils t'en parlent toujours d'un point de vue personnel. Ils disent voilà ce que tu dois faire, voilà comment tu dois penser, t'es le meilleur, machin. Mais ils te parlent pas vraiment des autres. Et pourtant, le seul facteur sur lequel on n'a aucun contrôle, c'est pas nous, c'est les autres, c'est l'environnement, c'est le facteur humain. Et dans nos vies, nous on n'est pas des robots, tu vois, on n'est pas des zombies, on n'est pas des machines. On a des gens autour de nous, alors ça peut être ton couple, alors moi je prends l'exemple du couple parce qu'on m'a plusieurs fois posé cette question, et comme moi-même je suis en couple, je pense que maintenant je suis mieux placé pour y répondre qu'avant, mais il y a aussi, ça peut être ta famille proche, ça peut être tes parents, ça peut être tes enfants, ça peut être tes frères et sœurs, ça peut être tes amis proches, qui vont pas forcément t'aider à atteindre le succès que tu veux. Et souvent on a cette vision un petit peu romantique du couple, quand on cherche un partenaire ou une partenaire, on va se dire voilà, moi j'ai envie de quelqu'un qui me soutienne dans tous mes projets, on a envie d'avoir quelqu'un, voilà, le power couple où les deux, tu vois, se soutiennent, s'élèvent mutuellement. Alors ça parfois ça existe, mais je peux te dire que c'est assez rare, en vrai j'en connais pas beaucoup des couples comme ça. Et la plupart des couples, c'est des êtres humains normaux, ils ont des intérêts personnels, et leurs intérêts personnels parfois sont contradictoires avec l'intérêt de l'autre. Par exemple, si toi pour ton projet pro, t'as envie de travailler beaucoup et de passer beaucoup de temps enfermé dans un bureau, peut-être que ta femme ou ton mari ou ton mec va pas être d'accord avec ça et va se dire moi j'ai envie que tu passes plus de temps avec moi. C'est normal, c'est naturel. Et pour moi, c'est pas la bonne solution de se dire elle a envie que je passe plus de temps avec elle, je la largue et puis j'en trouve une autre qui acceptera ma façon de procéder. Parce qu'on est deux dans un couple et les deux ont le droit d'avoir des envies et c'est une envie qui est naturelle de vouloir passer plus de temps avec toi. C'est plutôt bienveillant finalement. Et donc on est là, on a notre entourage proche qui peut nous empêcher, qui peut en tout cas avoir des intérêts contradictoires avec nos intérêts personnels et on sait pas trop comment réagir, on sait pas si on dit est-ce qu'il faut qu'on se sépare, est-ce qu'il faut qu'on reste ensemble, est-ce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui soit plus tolérant avec ce que je fais, est-ce qu'il faut que je la change. Et je pense que c'est normal en fait. Déjà je voudrais commencer par te dire ça, si c'est ton cas, c'est naturel, c'est normal. Moi je connais pas un couple. Enfin, si j'en connais un en vrai, mais voilà, je connais un seul couple autour de moi de gens qui sont totalement sur la même longueur d'onde sur les projets de l'autre. C'est-à-dire, ils disent voilà, lui il veut faire ça, très bien, je vais l'aider, je vais le faire avec lui, machin. C'est extrêmement rare ces couples-là. Et c'est pas forcément les couples les plus heureux. On a l'impression que c'est des couples parfaits, mais en vrai, on n'est pas dans leur vie, on n'est pas à l'intérieur, on sait pas exactement ce qui se passe, on sait pas sur quoi ils se disputent, et moi je sais pas si j'aurais envie de passer mon temps comme ça, être à deux, tout faire ensemble. Je pense que c'est bien aussi d'avoir chacun un peu sa vie. Moi j'aime bien, il y a Casey Neistat qui est un youtubeur que j'aime beaucoup, qui a une vision du couple qui moi me convient parfaitement. Il dit pour moi un couple c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est pas la fusion de deux personnes. Pour moi un couple c'est 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire qu'au lieu de fusionner, on crée une troisième entité qui est le couple, et cette troisième entité, on travaille tous les deux pour qu'elle se porte bien. Mais le couple, ça veut pas dire voler la vie de l'autre, ça veut pas dire empêcher l'autre d'être ce qu'il est et de vouloir ce qu'il veut. Et donc de la même façon que ton partenaire peut être un petit peu jaloux, ou peut avoir des intérêts contradictoires, ou peut avoir peur tout simplement de plus être l'objet de ton désir quand tu vas avoir d'autres préoccupations à côté, de la même façon que ça c'est pas top, c'est pas top non plus pour toi de vouloir forcer l'autre à être d'accord avec toi, de vouloir changer l'autre. Et je pense qu'on ne change pas les gens, et c'est peut-être une des principales raisons aujourd'hui qui fait que la plupart des couples restent pas très longtemps ensemble. On sait bien aujourd'hui 2 mariages sur 3 je crois finissent en divorce. C'est peut-être parce qu'on essaie de changer les gens. Au lieu d'essayer de les accompagner dans leur démarche, on essaie de les changer, on essaie de les façonner pour qu'ils soient comme on veut. Et finalement on se retrouve souvent à se dire moi j'attends de trouver la personne parfaite, la personne qui sera exactement comme moi, on la trouve jamais et on finit tout seul à essayer de trouver quelqu'un finalement qui soit potable. Bon, moi je trouve ça dommage de faire comme ça, chacun fait comme il veut, mais je pense que il y a un compromis à trouver. Pour moi, les relations entre les êtres humains, ça se passe par le compromis. Tu vois, la dictature, ça marche jamais très longtemps. On l'a vu, les dictatures, généralement, ça finit par exploser, ça finit en révolution. Et la révolution, dans un couple, c'est la séparation. Donc je pense que c'est pas la meilleure solution. Là, on va faire un peu de psychologie aujourd'hui. Pour moi, le vrai problème, c'est que d'abord, on cherche la personne parfaite, et la personne parfaite, elle n'existe pas. On cherche la personne qui va nous soutenir dans tous nos projets, qui va avoir exactement les mêmes intérêts que nous, qui va vouloir tout faire comme nous et tout. Cette personne, elle n'existe pas, et si elle existe, c'est pas forcément la meilleure chose. C'est-à-dire que vous avez passé votre temps ensemble, tu auras plus le moyen de souffler, c'est bien aussi d'avoir des gens différents pour faire des choses différentes. C'est comme les potes. Je veux dire, c'est rare d'avoir des potes avec qui tu fais tout. Alors, t'as des potes avec qui tu vas bouffer le midi, t'as des potes avec qui tu passes une semaine de vacances, et t'as des potes que tu vois pendant un mois. T'as des potes
potes avec qui tu vas en soirée, avec qui tu picoles, t'as des potes avec qui tu discutes business, t'as des potes avec qui tu discutes littérature, t'as des potes avec qui tu vas au ciné, et c'est sain en fait, c'est sain d'avoir un peu des potes pour tout, et ça te permet d'avoir une vie équilibrée, d'avoir une vie riche aussi. Et je pense que c'est pareil dans le couple, on peut pas attendre de la personne en face qu'elle fasse tout avec nous, on peut pas attendre de la personne en face qu'elle soutienne tout ce qu'on fait. Et la meilleure chose à faire, c'est pas de lui en demander toujours plus, c'est finalement de dire ok, il y a des choses qu'on va faire ensemble et sur lesquelles on va bien s'entendre, il y a des choses qu'on va faire chacun de notre côté, simplement parce que voilà, toi t'as envie d'aller peut-être d'aller faire du shopping avec tes copines, bon bah vas-y, moi ça m'intéresse pas, je vais pas me forcer à t'accompagner pour faire la gueule pendant tout le temps, moi j'ai envie de faire, je sais pas, mon business ou mon truc, toi ça t'intéresse pas, bah tu vas pas te forcer à me soutenir pour faire la gueule pendant tout le temps, on va chacun faire nos trucs à côté. Et je pense que c'est comme en politique. En politique, t'as deux façons de faire les choses. Soit tu décides de râler et de gueuler, de sortir dans la rue et de dire ah je suis pas content, machin, la fête à Macron, je sais pas quoi. Soit tu décides de t'adapter. Tu décides de dire ok, le monde il évolue. J'ai pas de contrôle sur ce monde-là, on a clairement pas de contrôle, c'est une illusion de penser qu'on a du contrôle sur le monde, penser qu'on a du contrôle sur le monde autour de nous, c'est le meilleur moyen d'être frustré. Donc accepter qu'on n'a pas de contrôle, un peu comme la philosophie bouddhiste, tu vois, on dit bon bah d'accord, j'ai pas de contrôle sur les événements, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de m'adapter, c'est la stratégie de l'adaptation. Et au lieu de sortir dans la rue, de gueuler, de faire de la résistance, d'opposer de la force contre les mouvements qui souvent sont inévitables, alors je pense notamment au mouvement du remplacement aujourd'hui des emplois par les intelligences artificielles, par les robots, c'est quelque chose qui a toujours eu lieu. Enfin, je te rappelle qu'il y a quelques décennies, on était encore tous dans les champs, à moitié pliés en deux, à ramasser la bouse, quoi. Donc je veux dire, on est quand même un peu mieux aujourd'hui. Peut-être que si l'intelligence artificielle remplace nos boulots, on sera encore mieux demain, j'en sais rien. Mais au lieu d'essayer d'aller contre une force qui est de toute façon inévitable parce que naturelle, bah on pourrait essayer de s'adapter. Et c'est toujours plus simple et plus gratifiant de s'adapter. Les gens qui sont en lutte permanente toute leur vie sont des gens qui sont frustrés. Tu vois sur leur visage, les mecs, ils ont des rides à 20 ans, enfin, ils sont fatigués, quoi, parce qu'ils luttent. Alors qu'on peut s'adapter, on peut être flexible. Et je pense que c'est pareil avec les gens autour de nous. Les mecs qui sont sans arrêt en guerre dans leur couple, avec leurs potes, avec tous les gens qui font un petit peu de résistance par rapport à ce qu'ils veulent, avec tous les gens qui s'adaptent pas, tu vois, qui prennent pas exactement la forme qu'ils ont envie qu'ils prennent, bah ils finissent, voilà, ça finit le vieux râleur qui se retrouve tout seul, voilà, à râler tout seul dans sa maison de retraite, quoi, et personne n'a envie de finir comme ça. Donc, pour moi, le problème, c'est que l'amour est entouré de poésie, de petits oiseaux et de fleurs qui s'ouvrent face au soleil, tu vois. L'amour n'a rien de poétique, l'amour c'est de la chimie, c'est la chimie dans le cerveau. L'amour-passion, et ça a été prouvé maintes et maintes fois par la science, par tout ce que tu veux, l'amour-passion ne dure pas, l'amour passionnel a une date de péremption. Donc les premières semaines, c'est la passion, c'est la folie, vous adorez, ensuite, au bout de quelques mois, bon bah on tombe un peu dans la routine et au bout de quelques années, il va falloir trouver autre chose parce que mon petit pote, la passion, ça, au bout d'un moment, ça va redescendre. Et face à ça, bah, y a la réalité. Et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on idéalise l'amour, on a une vision poétique de l'amour, et donc on pense on pense qu'on a une âme sœur, on pense qu'on a une personne dans le monde qui est parfaite, qui correspond parfaitement à nos idéaux, avec qui on va vivre des années merveilleuses, sauf que ça n'existe pas. Alors moi, la solution que je préconise face à ça, pour les gens qui ont envie d'être en couple, qui ont envie de pas être tout seul, c'est le pragmatisme amoureux. C'est-à-dire vivre une histoire d'amour normale, classique, mais tout en connaissant les biais et les failles de l'être humain. On est tous des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des intelligences artificielles, on n'est pas des choses qui sont codées pour répondre exactement à un problème. On a des biais, on a des faiblesses, et les biais on les a tous, c'est-à-dire que c'est pas seulement, parfois on charge tout sur l'autre dans le couple, mais toi aussi t'as des biais, on a tous des biais. Si un jour tu trouves un humain parfait qui obéit à toutes tes envies, c'est une poupée gonflable, c'est pas un vrai humain, je préfère te prévenir parce qu'il faut pas confondre, tu vois. Bref, ça n'existe pas. Et donc l'idée c'est de remplacer la passion c'est sympa au début parce que les petits oiseaux et tout, mais remplacer au bout d'un moment la passion par le compromis et par quelque chose qui pour moi est plus fort et beaucoup plus durable que la passion, c'est l'affection. La passion c'est un truc qui de toute façon part avec le temps. L'affection, c'est ce qui reste quand il n'y a plus de passion. L'affection, c'est ce qui reste quand il n'y a plus la folie du début. L'affection, c'est ce qui peut rester des années, et l'affection, c'est l'inverse de la passion. Alors que la passion s'effrite avec le temps, l'affection monte avec le temps. Plus on connaît quelqu'un depuis longtemps, plus on le connaît bien, plus on a vécu de choses ensemble, plus on a de l'affection avec cette personne-là. C'est pour ça que plus on reste longtemps, par exemple, avec un pote, avec un ami, plus on a de chances de rester encore des années avec lui. Et c'est comme ça que ça se passe, tu vois, tes meilleurs amis. Alors, je sais pas si t'as un meilleur ami ou pas, mais souvent, alors moi, mon meilleur ami, je l'ai rencontré quand j'étais au CP, je crois. Donc, tu vois, je devais avoir 6 ou 7 ans.
Et on est toujours potes aujourd'hui, et c'est un de mes amis pour qui j'ai plus d'affection, parce que on a vécu plein de trucs ensemble, je connais par cœur, et c'est ça en fait que tu peux créer en amour aussi, et ça viendra naturellement avec le temps, c'est l'affection. Mais si tu mises tout sur la passion, forcément au bout d'un moment ça va s'effriter, et on va penser que c'est pas la bonne personne, on va en trouver une autre, puis au bout d'un an ou deux, ça sera pas la bonne personne, on va en trouver une autre, puis au bout de quelques mois, ça sera pas la bonne personne, et en fait on pense que c'est pas la bonne personne, et on oublie de penser que simplement on est des êtres humains, que la passion elle s'effrite naturellement, et que au lieu de changer sans arrêt, alors c'est un choix si tu as envie de le faire, mais si t'as pas envie de changer sans arrêt, si t'attends la bonne personne, peut-être que la bonne personne elle est devant toi, et que le seul problème c'est toi-même, et que toi-même tu peux changer et t'adapter. Moi je pense qu'il y a deux attitudes dans la vie, il y a ceux qui veulent avoir raison, il y a ceux qui veulent gagner. Ceux qui veulent avoir raison sont voués à la frustration pour l'éternité. Parce que quand tu veux avoir raison, tu te bats sans arrêt, tu fais du forcing, tu essayes de changer les gens, ce qui ne marche pas tout simplement, et jamais tu te poses la question de toi-même, est-ce que moi j'ai raison, est-ce que j'ai la bonne démarche? Alors que quand tu veux gagner, tu te poses les bonnes questions. Quand tu veux gagner, tu te poses la question, ok, quelle stratégie est-ce que je devrais mettre en place concrètement si je veux avoir les résultats que je veux? Donc si moi par exemple le résultat que je veux c'est être heureux dans mon couple pour le plus longtemps possible, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois engueuler l'autre tous les jours en lui disant qu'il n'est pas assez bien pour moi? Ou est-ce que je dois trouver une stratégie, trouver une façon de vivre mon couple, trouver une façon de communiquer, une façon de s'organiser pour faire en sorte finalement de chacun s'y retrouver et d'être heureux tous les deux. Un couple où toi t'es l'autoritaire en mode dictature et l'autre c'est un soumis, c'est pas un couple équilibré, c'est pas un couple heureux. Alors toi peut-être t'es très heureux dans ce couple là, mais peut-être que l'autre s'il fait des séances de psy toutes les semaines, c'est pas pour rien. Donc moi l'astuce que j'ai envie de te donner, c'est d'abord de séparer ces deux choses, de séparer le business d'un côté, tes passions, tes envies, tes trucs qui sont personnels, qui t'appartiennent seulement à toi, à ta vie privée, ta vie affective. Tu peux avoir d'excellentes relations avec des amis qui comprennent rien à ce que tu fais dans le business. Tu peux avoir d'excellentes relations avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec ton couple, même s'ils comprennent rien à ce que tu fais, même si ça les intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin d'eux. Comme on en a parlé dans l'autre vidéo, tu n'as pas besoin de l'accord ou du soutien des gens qui ne comprennent pas ce que tu fais ou qui n'ont aucune idée de ce que tu fais. T'as pas besoin, ce qui est important, c'est d'avoir des conseils de la part de gens qui ont atteint les objectifs que tu veux atteindre. C'est ces conseils-là qui ont de la valeur dans ce domaine-là. Donc la première chose, c'est vraiment de séparer business d'un côté et vie privée, vie affective de l'autre. Et tu peux avoir les deux, exactement comme tous tes amis, tu vas pas les réunir dans une même pièce, ça reste de faire un pugilat, tu vois, t'as des amis d'un côté où tu fais certaines choses, t'as des amis de l'autre côté où tu fais d'autres choses. Et c'est ça qui est bien, ça qui crée une richesse, et c'est ça aussi qui crée de la solidité. Parce que si tu perds un pote, t'as toujours d'autres potes, ils vont pas tous se liguer contre toi. De la même manière, si à un moment ton couple finalement ça marche plus, vous vous séparez, c'est pas toute ta vie qui s'effondre, t'as toujours ton business, t'as toujours tes amis. Et si c'est ton business qui s'effondre, c'est pas tout le reste qui s'effondre, t'as toujours ton couple, t'as toujours le reste. Donc c'est bien, je pense, d'avoir des entités séparées, c'est ce qui crée aussi de la solidité dans une vie. Et puis la deuxième chose, et ça c'est super important, c'est d'être émotionnellement autonome. Ça veut dire que tu n'es pas dépendant. Tu n'es pas dépendant de l'autre pour être heureux. Tu n'es pas dépendant d'une chose pour être heureux. C'est l'ensemble de toutes ces choses-là qui te rendent heureux. Ce qui fait que si une de ces choses-là s'écroule et ne marche plus, et c'est normal, c'est les aléas de la vie, tu auras toujours les autres choses qui vont t'aider. Par contre, si tout est lié, si tout est interdépendant, s'il y a une chose qui s'écroule, il y a tout le reste qui va s'écrouler. Donc l'idée c'est d'être émotionnellement autonome. Et il y a plein d'idées pour faire ça, c'est pas incompatible, il y a plein d'idées. La première chose, c'est de se créer un entourage virtuel. Tu as un entourage réel, c'est-à-dire les gens qui t'entourent, les gens que tu connais, et tu peux te créer un entourage virtuel qui va, lui, dans le sens de tes projets. Par exemple, je sais pas, si ton couple, si l'autre personne dans ton couple, on n'a rien à foutre de ton business et te soutient pas du tout, c'est pas grave. Tu vas consulter du contenu de gens qui sont à fond là-dedans, qui eux ont réussi ce que toi tu veux entreprendre, qui te comprennent en fait. Et tu vas consulter tellement de ce contenu que tu vas passer plus de temps avec cette personne-là que de temps finalement avec les gens qui te comprennent pas et qui comprennent pas ce que tu as envie de faire. La deuxième chose, c'est de se créer un groupe d'amis qui eux te soutiennent à fond dans ce que tu fais, qui eux sont sur la même longueur d'onde, qui eux ont réussi ce que tu veux entreprendre. Et ça c'est extrêmement puissant, parce que si tu peux pas avoir le soutien de la part de tes proches, ce soutien tu peux le trouver autre part. Et moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir, avec le temps, d'avoir des très bons amis dans ce domaine-là, qui sont entrepreneurs aussi ou qui bossent sur le web. Et quand on se voit, on est à fond là-dessus, on parle énormément de ça et on se soutient mutuellement et on s'aide. Et ces amis-là ils sont super importants parce que c'est le soutien moral par rapport à des objectifs que tes proches, avec toute l'affection que tu peux avoir pour eux, ne peuvent pas t'apporter parce qu'ils ne connaissent pas ce que tu fais et ils comprennent pas quels sont les enjeux de ce que tu fais et pourquoi c'est si important pour toi. Ensuite, l'idée aussi, si tu sens que t'étouffes un peu chez toi, c'est travailler ailleurs, c'est trouver d'autres endroits où tu peux travailler. Là, je me suis mis dans une chambre d'hôtel par exemple, c'est un environnement qui est stimulant, qui m'aide à bosser. Un autre conseil que je peux te donner, c'est d'être toujours présent à 100% dans ce que tu fais.
À mon avis, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, et pas seulement d'entrepreneurs, le problème de plein de gens, c'est qu'aujourd'hui, avec les smartphones, avec Internet et tout, on est multitâche. C'est-à-dire qu'en même temps, tu vois, sur la table de la salle à manger, t'es en train de manger, puis en même temps, t'es sur Facebook en train de scroller. Et ce genre d'attitude-là, c'est pas bon. Je pense vraiment que c'est pas bon. C'est pas bon pour tes relations avec les autres, c'est pas bon non plus pour ton activité parce que t'es pas à fond dedans. Moi, je prône vraiment le fait d'être systématiquement à 100% présent dans une activité. Casey Neistat appelle ça le family time, par exemple. Donc c'est du moment dans la journée, des heures dans la journée qui sont consacrées à la famille. À ce moment-là, il éteint la caméra, il filme plus et se consacre à 100% à sa famille. Et je pense que c'est super important en fait. Je pense qu'il vaut mieux passer moins de temps avec tes proches, mais passer du temps où tu es à 100% avec eux, où t'as pas ton portable posé sur la table, où t'es pas en train de penser business, où t'es pas en train d'envoyer des textos à je sais pas qui, où tu es à 100% avec lui, et passer à côté, évidemment, du temps où tu 100% dans ton business. Par exemple, tu vois, prendre une chambre d'hôtel, aller dans un coworking si c'est ton truc, travailler, tu vois, partir quelques jours, faire une retraite créative comme je t'en parlais dans une vidéo il y a pas très longtemps, mais du temps qui t'appartient. Du temps où tu es à 100% dans ton business et où tu dis bien aux gens de ne pas déranger, de pas t'envoyer de textos, de voilà. Tu leur expliques que c'est important pour toi et à côté, tu leur dis que toi, quand tu es avec eux, bah, le temps, il est 100% pour eux. Et je pense que les relations comme ça, où tu passes peut-être moins de temps avec les gens, mais où tu passes du temps qui leur est 100% consacré, sont des relations qui sont beaucoup plus qualitatives que des relations où on fait un peu tout en même temps, on est toujours ensemble, mais finalement on se parle jamais. Et puis enfin, limiter tes exigences. On est des êtres humains, on a des biais, on a des faiblesses, on n'est pas parfait. Tu trouveras jamais la personne qui te comprend parfaitement, qui te soutient à 100% sur tes objectifs, qui adore ce que tu fais, qui est ton plus grand fan. Ça s'appelle un serviteur, ça s'appelle pas un être humain. Je veux dire, t'as même pas envie d'avoir ce genre de relation avec quelqu'un. Donc, à un moment, je pense que, au lieu d'essayer de chercher pendant des années et des années la personne parfaite qui n'existe probablement pas, que tu trouveras sûrement jamais, peut-être trouver quelqu'un qui te convient, avec lequel t'es bien, tu vois. Quelqu'un, voilà, avec lequel vraiment tu peux donner de l'affection, avec lequel tu peux construire quelque chose. Mais cette personne-là, limiter tes exigences avec, ne pas essayer de la changer. On ne change pas les gens, ça c'est vraiment une illusion qu'on a. On a envie de tout contrôler, surtout si t'as un mec, souvent les mecs sont comme ça, moi je suis un peu comme ça, on a envie de tout contrôler autour de nous, on se rend compte que ça marche pas, qu'on fout la merde, et du coup bah, on en revient et on se dit ok, j'ai pas le contrôle sur tout, je revois mes exigences à la baisse et tout de suite on est beaucoup plus heureux, tout de suite ça se passe beaucoup mieux, on dit ok, j'accepte les défauts de la personne, en tout cas ce que je considère moi comme des défauts, j'accepte le fait que la personne soit pas exactement comme moi, a pas exactement les mêmes caractéristiques, a pas exactement les mêmes choses qui sont importantes pour elle, et c'est ok parce que ma vie ne dépend pas de cette personne-là, parce que dans ma vie j'ai plusieurs pôles, il y a le pôle affectif, et cette personne-là sert à m'apporter ce dont j'ai besoin, et moi je lui renvoie ça en échange, il y a le pôle passion, alors ça c'est mon boulot, c'est ce que j'aime, ce que je fais tous les jours, ce que je fais avec mes amis qui sont dans ce même truc-là, il y a mon pôle, je sais pas, pote de déconnade, où tu vas aller voir pour rigoler, il y a mon pôle, je sais pas, sport, mon pôle sportif, et c'est ça une vie équilibrée, c'est ça une vie saine, c'est pas de tout vouloir des autres, c'est pas de vouloir tout prendre et de rien donner, c'est d'avoir des micro-échanges sur des choses sur lesquelles on se comprend, sur des choses sur lesquelles on est d'accord, et pas essayer de tout mélanger, de faire une espèce de gros magma de gens qui sont pas d'accord entre eux, de passions qui, tu vois, d'intérêts qui sont contre les uns contre les autres. Bref, apprendre à être heureux seul. Apprendre à ne pas dépendre d'une seule personne pour être heureux. Ça, c'est probablement ce qui est le plus... Alors, c'est pas facile pour tout le monde, je sais bien, mais c'est probablement ce qui est le plus toxique dans une relation, c'est la dépendance affective. C'est dire, moi, je suis 100% dépendant de toi pour être heureux, donc je vais tout te prendre, je vais tout te demander. J'ai besoin que tu sois à 100% là pour moi. Ça, c'est mauvais. Et si toi, tu l'es, bah, il faut vraiment travailler dessus, et si l'autre personne l'est, il faut aussi travailler dessus. Ça commence par mettre un peu de distance, ne pas essayer à tout prix de changer les gens parce que ça ne marche pas, ne pas attendre de trouver la personne parfaite qui nous conviendra parfaitement, comprendre qu'on est des êtres humains, qu'on a tous nos biais. Alors, je te dis pas que ça va être facile tous les jours, hein. Il n'y aura pas tous les jours des petites fleurs et des oiseaux. Évidemment, tu vas continuer à t'engueuler, hein, c'est normal. Quand tu passes beaucoup de temps avec quelqu'un, on s'engueule naturellement. Évidemment, tu vas peut-être en effet pas rencontrer la bonne personne et peut-être ce sera nécessaire de se séparer. Dans ce cas-là, bah, fais-le, c'est pas très grave, tu rencontreras quelqu'un d'autre. Mais voilà, ce que je voulais te montrer, c'est que le problème n'est pas forcément ce qu'on pense. Le problème, ça peut être juste de s'adapter, de changer soi-même, de créer un système qui nous convient, qui convient à l'autre, plutôt que d'essayer à tout prix d'attendre de trouver la bonne personne ou de changer les gens. Alors, j'ai fait une deuxième vidéo
qui te parle de succès, qui te parle de créer l'écosystème du succès. C'est justement une vidéo qui va être particulièrement utile pour toi si aujourd'hui, dans ton couple ou dans ton entourage, tu sens que tu n'as pas le soutien nécessaire ou alors tu trouves pas les conseils nécessaires. Les gens, ils vont te donner plein de conseils, mais c'est pas forcément les mieux placés parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs que tu veux atteindre. Donc dans cette formation, on va voir comment créer un écosystème complet de A à Z, un écosystème avec son environnement, avec les lieux qu'on fréquente, avec les amis qu'on va rencontrer, avec ce qu'on va écouter toute la journée ou ce qu'on va lire toute la journée, avec les histoires, avec la formation, le fait de se former intensément, toutes les manières de le faire, comment passer à l'action, comment prendre des habitudes. On va voir tout ça dans la deuxième vidéo, donc c'est juste en dessous, je te conseille vraiment d'aller la voir si tu l'as pas encore vue. On se retrouve tout de suite dans cette vidéo.